Bonjour et bienvenue au Symposium Révolution du PMI Montréal. Aujourd'hui, la conférence Concilier la réalisation de ses valeurs personnelles avec l'action sociale, une histoire atypique, l'histoire atypique de Madame Danielle Chalifou, présidente de l'Institut de planification des soins du Québec. Madame Chalifou est spécialisée en droit des aînés et de la santé, a publié de nombreux articles, participé à des commissions parlementaires, a présidé des comités pour l'Association du barreau canadien, a été membre de comités et de groupes de travail pour le barreau du Québec et pour le gouvernement provincial. Madame Chalifou a également enseigné au barreau du Québec et donne des conférences sur une base régulière et collabore souvent à des émissions télévisées. Madame Chalifou, merci d'être avec nous. Merci beaucoup de la présentation. Alors, comme vous le disiez si bien, on va parler aujourd'hui de concilier la réalisation de ses valeurs personnelles avec l'action sociale. Et pour ce faire, bien, on a un plan en deux parties. La première partie, ça va être la petite histoire pour savoir bien, les valeurs personnelles, ça vient d'où puis comment ça s'est développé à travers ma vie. Ensuite, on va voir les choix de carrière. Là, on va être dans le entre les deux, mon cœur balance. Là, vous allez voir qu'est-ce qu'il y en est exactement un petit peu plus tard. Et puis, ensuite de ça, bien, le cheminement vers l'intégration de ces deux pôles, disons, qui représentaient mes valeurs dans la pratique, la profession. Maintenant, la deuxième partie, ça va être les opportunités que j'ai eues de pouvoir intégrer, si vous voulez, mes valeurs personnelles avec l'action sociale et le fait de pouvoir avoir une vie professionnelle aussi. Alors, les différentes collaborations que j'ai pu avoir avec toutes sortes d'organismes. Et puis, finalement, on va aborder la mise sur pied de l'Institut de planification des soins. Alors, la mission est un peu dans le détail, là, les conférences, les publications et tout ce qu'on a pu organiser et qu'on organise encore. Alors, c'est un peu la façon dont on va procéder. Parfait. Voilà. Alors, les premières influences, ben, c'est dans la famille, évidemment. Et la famille, ben, on peut dire qu'au niveau de la solidarité, de la compassion, de la créativité, de l'ingéniosité, c'est du côté maternel. Alors, on avait beaucoup disons, les femmes étaient à la maison à l'époque, là. Alors, il y avait beaucoup de voisines aussi qui étaient, si vous voulez, comme une petite communauté et les gens se rendaient des services à tout moment. Et les enfants qui jouaient dans la rue pouvaient aussi bien aller chez une voisine s'ils étaient mal pris. C'était vraiment une vie de solidarité et les personnes âgées demeuraient à la maison à l'époque. D'ailleurs, on est en train d'y revenir là, avec les soins à domicile. Alors, donc, on était habitués de côtoyer les personnes âgées. C'était comme multigénérationnel, disons. Alors, la compassion, on vivait ça quotidiennement. Pour ce qui est de la créativité et de l'ingéniosité, ben, ma mère en particulier était une personne qui avait un côté artistique assez développé. Alors, elle aimait beaucoup faire des séances, comme on appelait à l'époque, que l'on faisait pour toute la communauté du quartier, dans les cours extérieurs. On faisait des spectacles, on faisait des comédies musicales, on faisait des costumes, on s'inventait toutes sortes de choses. Alors, ça l'a beaucoup aidé à ma créativité et ça m'a servi tout au long de ma vie par la suite. Mais du côté paternel, c'était différent. Du côté paternel, c'était plus remise en cause des principes qu'on nous apprenait et scepticisme. Alors, mon père nous donnait des genres de mini-cours d'histoire du Canada, mais qui n'étaient pas du tout comme les cours d'histoire du Canada qu'on peut voir ici des frères des écoles chrétiennes, là, qui glorifiait le clergé et les défricheurs, mais il nous avait parlé de sensibiliser au sort des Autochtones. Et ça aussi, ça m'est resté toujours, de ne pas nécessairement croire tout ce qu'on nous dit, puis de remettre les choses en cause. Ça a été aussi quelque chose d'important pour moi. Et aussi la solidarité sociale. C'est que mon père était une personne qui voulait que nous sachions que nous étions, même si on n'était pas très riches, que nous étions des gens privilégiés. Et je me souviens des samedis matins qui me tenaient par la main et qui m'amenaient dans des quartiers vraiment très défavorisés. C'est pour ça que j'ai mis une petite fille là, qui se promène avec son sac, mais moi, je me promenais comme ça avec mon père pour qu'on puisse éventuellement savoir c'était quoi la pauvreté, c'était quoi des gens qui étaient vraiment dans le besoin. Alors ça, c'est encore des choses qui me sont restées plus tard. C'est des valeurs de base que j'ai pu développer.
Maintenant, les premières influences, le milieu scolaire et les valeurs. Moi, j'ai été, contrairement à plusieurs personnes de ma génération qui ont détesté les religieuses, moi, j'ai adoré les religieuses. J'étais dans un milieu où il y avait des professeurs qui m'ont montré des choses que je n'avais pas vraiment appris à la maison, comme l'amour des mathématiques, de l'algèbre, de la géométrie, avec des méthodes pédagogiques assez extraordinaires, et aussi comment monter une argumentation, la logique, la rigueur, avec la thèse, l'antithèse et la synthèse. Moi, j'ai appris ça avec les religieuses et ça m'a encore une fois servi toute ma vie. Et aussi la biologie, parce que je suis tombée en amour avec la biologie, surtout la biologie humaine, le fonctionnement du corps humain, que j'ai marqué ici là, sur la diapo, les merveilles du corps humain, mais je suis toujours autant émerveillée de voir comment est-ce que ce corps humain-là est quelque chose d'absolument extraordinaire. Alors donc, les religieuses à l'époque étaient des personnes qui nous guidaient dans nos choix, et souvent j'avais fait les confidences à des religieuses comme quoi moi c'était la médecine à l'époque que je voulais comme premier choix de carrière. Et là, bien, il est arrivé des choses qui font que malheureusement ça n'a pas pu se présenter. Mes lectures... Oui, pardon? Oui, je m'excuse, j'ai une petite question pour vous. Oui, oui, allez-y. Est-ce que je pourrais savoir pourquoi n'avez-vous pas choisi la médecine? Ah, mon Dieu! Et ça, ben, c'est une anecdote que je vais vous raconter avec plaisir. C'est que les religieuses avaient fait une intervention, je me souviens très bien, dans le salon chez nous. Ils étaient venus à la maison avec la supérieure du couvent, avec ces deux directrices pour demander à mes parents de pouvoir les aider pour favoriser mes études, et qui étaient prêtes à me donner un bon coup de main, autant financier que du soutien, pour m'envoyer dans les collèges classiques et éventuellement pouvoir avoir une profession comme celle de médecin. Mais malheureusement, à l'époque, mes parents, qui étaient d'origine assez modeste, ont considéré que c'était pas vraiment, disons, adapté pour une fille de mon milieu, et que comme j'allais me marier et avoir des enfants, ben, c'était assez inutile, si vous voulez, de me faire suivre des études. Alors, ils ont refusé l'offre. Et ça, ben, remarquez, je l'ai encore un petit peu jusqu'ici, là. Oui, oui. C'est quelque chose que je n'ai pas oublié parce que, évidemment, mon parcours de vie aurait été très différent, quoique celui que j'ai dans le moment est très bien aussi. Alors, ça répond à votre question? Oui, merci. Alors, on continue sur l'adolescence. Là, on est vraiment là, dans l'adolescence. Alors, j'étais très intéressée par tout ce qui était intellectuel. Alors, j'ai fait des lectures, même des lectures qui dépassaient mon entendement là, pour la plupart, parce que lire Nietzsche à 15 ans, c'est pas nécessairement, on va pas nécessairement le comprendre vraiment, mais j'en ai retenu certaines choses, comme par exemple, quand Nietzsche établit que la chute du christianisme comme religion de l'Occident en bouscule la morale et les règles traditionnelles ont perdu leur autorité. Alors, pour moi, ça a été important parce que je vivais à l'époque où on appelait ça la grande noirceur, et où le clergé était tout puissant. Alors, ça m'a permis de me réconcilier avec mes besoins, de sortir de ce carcan et ces ornières-là, et de développer beaucoup ma valeur d'autodétermination que j'ai encore aujourd'hui et que j'ai, disons, expérimenté avec mes lectures. Et d'autres lectures qui ont été très importantes pour moi, c'est Freud, que je n'ai pas lu en entier, mais les bouts que j'ai pu lire de lui, toute la structure, disons, psychologique, l'ego, le super-ego et les caractéristiques d'une personnalité m'ont fait réaliser qu'on n'est pas toujours dans les libres choix, parce qu'il y a la fameuse « les rêves et son interprétation » qui est, si vous voulez, la façon dont la psychanalyse est née au début du 20e siècle, nous montre aussi qu'on n'est pas toujours maître, on peut essayer de comprendre. Et moi, j'ai toujours eu une curiosité particulière pour le fonctionnement de l'être humain, de l'inconscient, et ça vient aussi avec la compassion de dire, ben, peu importe les problèmes des gens, il ne faut surtout pas essayer de juger et de faire la morale, mais la compassion est de mise aussi. Alors, ça m'a formé de ce côté-là. Puis pour l'action sociale, bien, l'auteur qui m'a le plus influencé s'appelle Émile Zola.
Et puis, je vais vous citer ici, là, pour Justice et égalité, un peu sa préoccupation à l'époque. Vous allez voir, je pense qu'on peut transposer ça exactement avec aujourd'hui, et puis on ne se tromperait pas. Alors, il fait le récit dans le roman Germinal de l'exploitation des travailleurs de l'industrie minière à la fin des années 1800 et qui dénonce les aspects économiques et politiques du capitalisme sauvage. Mais je pense que finalement, on y est encore, puis on cherche encore des moyens de pallier à ça. Et mon goût pour défendre les droits des personnes vient aussi beaucoup de cet auteur-là. Comme quoi, la lecture, voyez-vous, c'est important aussi parce que ça peut changer des vies, ça peut déterminer des destins. Alors, quand Zola, avec une affaire qui s'appelait l'affaire Dreyfus, a pris la défense d'un couple qui avait été, disons, soupçonné de trahison et qui a été finalement condamné. Lui, ce qu'il disait, c'est que mon devoir est de parler, je ne veux pas être complice. Alors, je fais bien aussi là, cette phrase-là. Mes nuits seraient hantées par le spectre de l'innocent qui expie là-bas dans la plus affreuse des tortures un crime qu'il n'a pas commis. Alors, défendre les droits puis défendre les innocents, disons, ça vient de là. Alors, ce sont des valeurs que j'ai développées à mon adolescence. Alors, quand il s'agit de choisir la carrière, c'était bien difficile pour moi parce que, d'une part, j'avais la question des soins, de la médecine, qui était important pour moi. Puis, j'avais aussi tout le côté intellectuel, défense des droits. Alors, c'est, disons, des valeurs qui ne sont pas en opposition nécessairement, mais que c'est difficile de trouver le moyen de les actualiser toutes les deux en même temps. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, la médecine était hors de portée pour moi. Et la philosophie, la sociologie, ben, c'était des choses qui étaient très intéressantes, mais qui ne mettaient pas non plus du beurre sur le pain, parce qu'il faut quand même être réaliste. À un moment donné, il faut gagner sa vie aussi, hein? Alors donc, le choix réaliste du côté de médecine, c'était de choisir la profession d'infirmière et ça a été ma première profession. J'ai fait mon cours d'infirmière et j'ai pratiqué un certain temps. Et finalement, avec certains événements de la vie qu'on va voir un peu tout à l'heure, j'ai aussi choisi le droit parce que c'était un endroit où je pouvais gagner ma vie et qui répondait à certaines valeurs que j'avais de philosophie, sociologie, etc., là, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors donc, ça a été, si vous voulez, un peu pour ça que j'ai intitulé cette diapositive-là. Entre les deux, mon cœur balance, parce que mon cœur a toujours balancé et il balance encore même d'une certaine façon. Là, j'ai réussi à les intégrer ensemble, c'est déjà bien. Alors, les soins que j'ai pratiqués pendant un certain temps, ça correspondait à ce que je voulais parce que les facteurs positifs, là, comme on les voit ici, relever des défis techniques. D'abord, c'est intéressant aussi de faire des soins au chevet et de prodiguer des soins, d'être en salle d'opération, de faire des assistances opératoires, etc. En obstétrique, je trouvais ça très intéressant. Soulager, informer, prévenir, j'ai toujours bien aimé ça aussi. Puis l'écoute, très important. Mais la profession d'infirmière, puis je pense que c'est pire encore aujourd'hui que ça l'était à l'époque, a certaines choses qui sont contraignantes, hein. D'abord, les horaires. Pour une jeune mère de famille que j'ai été à l'époque et qui avait 2 enfants et monoparentale, bien, les horaires de nuit, de fin de semaine sur 2, etc., bien, c'est sûr que c'est pas facile. Les charges administratives, plus j'avançais dans le nursing, plus on me demandait de faire des charges administratives. D'ailleurs, j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait, on va voir tout à l'heure aussi à l'Université de Montréal. Et puis est venu quelque chose qui a été assez déclencheur pour moi de chercher une carrière un peu différente. Ça a été l'implantation des méthodes de travail qui sectorisent les activités. On appelait ça, puis on appelle ça encore, la méthode Toyota. Je ne sais pas si ça va répondre un peu aux gens qui écoutent, mais c'est vraiment là, de dire, bien, écoutez, là, je vais le voir tout à l'heure, là, l'infirmière est au pansement, puis elle a 10 minutes pour monsieur un tel, puis 15 minutes pour l'autre madame, puis elle ne peut pas éventuellement sortir de ça. Elle c'est ça qu'elle fait. Elle ne fait que des pansements toute la journée, où elle va passer les médicaments, puis elle va ne passer que des médicaments
toute la journée, les préparer, les passer. Elle ne peut pas sortir de ça. Alors, pour moi, ça, je trouvais ça difficile parce que je trouvais que ça contrevenait aussi à l'autonomie professionnelle. Parce que moi, je n'avais pas appris à faire du nursing de cette façon-là. Nous, on avait comme une approche globale, une approche vraiment très humaine. Et ça, disons qu'il y avait un malaise par rapport à ça. Je vais vous donner 2 anecdotes. On va y aller quand même assez rapidement. Alors, quand, à un moment donné, il y a un jeune homme qui est accidenté, qui arrive dans mon département, c'est moi qui va le soigner, et il s'est jeté du 3e étage. C'est une tentative de suicide et il a des fractures un peu partout. Et il me demande de pouvoir parler au téléphone à son ami. Et moi, je prends le téléphone, je signale, je mets l'appareil près de lui pour qu'il puisse lui parler, puis je lui permets à ce moment-là de faire un contact avec son ami. Et quand l'infirmière chef a su ça, ben, j'ai eu une réprimande, une note au dossier parce que j'étais sortie, si vous voulez, de mes fonctions. Ce n'était pas à moi de faire ça. Moi, je l'avais fait en toute bonne foi là, pour venir en aide et je pensais dans mon autonomie professionnelle aussi de le faire. Mais voyez-vous, c'est ça. C'est qu'il y avait des choses qu'on ne voulait pas, en tout cas, apparemment, qu'ils prennent contact avec cette personne-là en particulier. Alors, ça, c'était des exemples de choses qui, à un moment donné, nous faisaient comme réaliser que c'est bien beau, l'autonomie professionnelle, mais des fois, on n'est pas toujours capable de le faire. Et l'autre exemple, je vous parlais tout à l'heure de la sectorisation des activités, mais c'est un peu la même chose aussi. J'étais aux médicaments. Alors, quand vous êtes aux médicaments, vous avez votre chariot, vous passez les médicaments dans un département au complet, ça vous prend très longtemps, vous les avez préparés, vous faites les entrées au dossier. Alors, on est aussi programmé, hein? On a tant de temps pour passer les médicaments, etc., puis c'est vérifié. Si on prend trop de temps, on se le fait dire, on se fait réprimander aussi. Alors donc, j'arrive dans une chambre, la personne me dit « J'ai absolument besoin de vous parler, asseyez-vous, j'ai des pensées suicidaires, ça va pas bien, etc. » Et ça crève le cœur d'être obligé de dire à la personne « Je regrette, je ne peux pas parce que moi, je passe les médicaments, mais je ne peux pas écouter les gens. » Alors ça aussi, ça allait un peu contre mes valeurs, disons, des valeurs que j'avais eues aussi dans mes cours de nursing, mais qui, avec l'évolution de la profession, ont fait que malheureusement, ce n'est plus ce que c'était. Alors, c'est pour ça que je me posais des questions par rapport à ça. Et la petite histoire du droit, on y va y venir, c'est que je travaillais à l'époque comme infirmière pour l'Université de Montréal. Et à l'Université de Montréal, j'ai été mise en contact avec des directeurs de département de la faculté de médecine, le doyen de la faculté de médecine qui m'ont inscrit à des cours de droit du travail parce qu'on avait des conventions collectives à gérer, puis il fallait absolument savoir qu'est-ce qu'il fallait faire, il fallait respecter le droit, les conventions, etc. Et c'est à la faveur de ces cours-là que j'ai vraiment réalisé que le droit, c'était quelque chose d'extraordinaire. En tout cas, je suis comme tombée en amour avec la façon disons, d'approcher, si vous voulez, la justice, l'égalité, etc. Et j'ai eu comme supérieur hiérarchique immédiat des facilitateurs. Des gens qui m'ont dit « Ah, tu trouves ça intéressant, le droit? Bien, on va te donner un horaire assez libre que tu vas pouvoir suivre des cours. » Et comme j'étais à l'université, bien, j'allais aux cours de droit à ceux où je pouvais aller, puis je faisais mon travail en même temps. Et j'ai fait ça pendant tout le temps de mes études et je remercie beaucoup les gens qui m'ont permis de le faire parce que j'étais mère de 2 enfants, puis monoparentale à l'époque, alors je ne pouvais pas arrêter de travailler. Mais c'est comme ça que j'ai fait mon droit, finalement. Je prenais les cours qui se donnaient le soir, qui se donnaient le vendredi après-midi, tu sais, des moments où ça ne dérangeait pas les horaires. Puis, en travaillant fort, j'ai réussi à faire mon droit comme ça. Mais une fois que mon droit a été fait, là, la décision majeure, c'était qu'est-ce que je fais? Est-ce que je quitte un travail qui est rémunérateur, qui est stable, où j'ai la permanence d'emploi, où j'ai des avantages sociaux extraordinaires, dans un bon milieu, pour il fallait faire un stage, puis il fallait évidemment choisir à ce moment-là. Alors, la décision a été le fait que pour ce qui était du droit, bien,
tout l'aspect intellectuel, pour moi, c'était formidable. La créativité dont je vous ai parlé au début pouvait se déployer très facilement. Il y a une variété de secteurs de pratique, donc on ne s'ennuie jamais dans le droit. Ça peut changer du jour au lendemain, surtout dans le genre de pratique que j'ai fait. Puis on est en développement constant d'habileté de communication, la recherche, la rédaction, tout ça. Pour moi, je trouvais ça excessivement intéressant. Puis, mon dada de défense des droits, bien, c'est sûr que je pouvais l'exploiter très bien là. Alors donc, j'ai choisi de quitter mon emploi à l'Université de Montréal et de rentrer dans un cabinet de droit. Mais là, comme partout ailleurs, hein, il y a des contraintes dans la pratique. Puis, la contrainte de la pratique en cabinet, c'était beaucoup. Vous voyez, ici à l'écran, là, il y a un petit signe de dollar un peu plus haut. Et c'est un peu un cabinet, c'est sûr qu'il faut que ça se... il faut que les sous rentrent, là. On ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche, là. Alors, à ce moment-là, ben, c'est sûr que pour ce qui était de moi, ben, avec les idées que j'avais, ben, il y a des fois que défendre des clients, ce n'était pas toujours en lien avec mes valeurs. Quoique, je dois dire que, étant donné que j'étais en droit de la santé, c'était plus facile pour moi que si j'avais été dans un autre genre de droit, parce que, évidemment, dès que je suis entrée dans un bureau, puis que tout le monde savait que j'avais un passé d'infirmière, ben, j'ai été orientée vers le droit de la santé tout de suite. Et puis, à l'époque, ben, l'égalité homme-femme, les plafonds de verre là, en droit n'étaient pas franchis encore. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Et ce qui fait que j'ai aussi eu des activités bénévoles qui ont pavé la voie pour éventuellement avoir une meilleure prise, si vous voulez, dans l'expression de mes valeurs. C'est les activités que j'ai faites à l'Association du barreau canadien. Alors, pour moi, on dit, vous savez, bénévole un jour, bénévole toujours. Mais puis c'est encore vrai aujourd'hui, j'ai toujours eu des activités bénévoles et bon, j'ai fondé et j'ai présidé la section du droit de la santé à l'Association du barreau canadien. J'ai fondé aussi, présidé aussi le comité sur l'égalité et le comité ou la section de droit sur les personnes aînées. Alors, j'ai pas chômé comme activité bénévole, mais j'adorais ça, faire ça. Et quand je suis vraiment tombée dans tout le droit des personnes aînées qui était absolument nouveau à l'époque, j'ai senti que je détenais là quelque chose que je voulais développer et pratiquer de façon plus intense. Alors, ça a été vraiment pour moi une façon de m'intégrer, si vous voulez, entre les soins, la santé, le droit, la défense des gens. Alors là, j'ai comme, si vous voulez, décidé de me consacrer plus intimement à cette façon de voir le droit. Et j'ai été, disons, il y a certains facteurs déclenchants qui sont survenus dans ma vie qui m'ont mené à certaines choses là, dont je vais parler tout à l'heure. D'abord, une réanimation inopportune. C'est que il s'agit de ma mère qui avait demandé dans un document qui était à son dossier, parce qu'elle était dans un CHSLD, de ne pas être réanimée si jamais elle faisait un ACV, parce qu'elle en avait déjà fait un, puis elle savait que si elle en faisait un deuxième, ce serait vraiment quelque chose qui lui laisserait des séquelles importantes. Et malgré cela, elle a fait un ACV, on l'a transporté directement à l'urgence d'un hôpital et l'équipe médicale, de façon assez, comment je pourrais dire, agressive, a fait sa réanimation malgré le fait qu'elle ne voulait pas le faire. Et quand elle est revenue et qu'elle a été paralysée et qu'elle n'avait que sa tête, elle a vécu 5 ans comme ça en nous reprochant de l'avoir fait réanimer parce que ce qu'elle voulait, là, elle, c'était de ne pas vivre dans cette... elle n'avait plus de qualité de vie. C'est assez simple. Alors, ça m'a fait... Oui, est-ce que vous aviez un commentaire à faire là-dessus? Oui, mais je trouve ça dommage. Je me demande aussi à quel point est-ce que dans ces moments de crise-là, c'est quoi le protocole? Est-ce qu'il aurait été censé aller lire au dossier ou est-ce qu'il y avait une note qui avait été laissée? Ben, voyez-vous, oui, ben c'est ça, c'est que, et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis intéressée plus intimement à ces problèmes-là, justement, c'est que la note, elle était dans le dossier du CHSLD où elle était. OK. Et elle n'a pas suivi à Elle n'a pas suivi.
OK, Et je à comprends. l'urgence à l'hôpital, eux, comme ils m'avaient appelé, disons, mais moi j'étais en route pour y aller, là, je ne pouvais pas, non, j'avais pas des ailes, là, il fallait que je me rende là, et comme c'est très, très urgent. Mais pendant ce temps, eux, ils ont réanimé, mais ils en avaient l'obligation légale parce qu'ils ne savaient pas, eux, qu'il y avait tu sais, il y avait comme un court-circuit là, entre les directives. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai toujours milité pour les directives médicales anticipées plus tard, pour que tout le monde puisse être au courant de ce qui se passe. Là, maintenant, il y a un registre et les gens à l'urgence le consultent et peuvent savoir si la réanimation a été indiquée ou pas. Alors, il y a eu ça, puis il y a eu le décès de ma sœur, puis de ma jeune sœur, d'un cancer extrêmement douloureux et qui demandait continuellement de mourir, mais évidemment, l'aide médicale à mourir n'existait pas à l'époque. Donc, on a vécu dans la famille, on a été témoins impuissants d'une douleur absolument incroyable, d'une fin de vie donc, je ne souhaite à personne. Et ça m'a quand même donné, si vous voulez, l'idée de militer dans ce domaine-là. Alors, j'ai fait une thèse de maîtrise pour être bien sûr que, d'abord, me faire une idée et d'avoir, si vous voulez, des compétences par rapport à ça. À l'époque, on appelait ça l'euthanasie volontaire et le rôle de l'État. Moi, ma thèse de maîtrise a été, je faisais ça tout en travaillant, a été publiée en février 2000 et j'ai commencé à militer pour ce qu'on appelle aujourd'hui l'aide médicale à mourir. Ça date de cette époque-là. Et puis, ça s'est réalisé en 2015, mais pour dire que quand même, finalement, ça s'est réalisé. Bon, alors, je m'excuse, j'ai comme un petit problème de... Bon, et voilà. Et une fois ma thèse de maîtrise terminée, j'ai décidé de prendre une période de réflexion. J'avais déjà plusieurs années de pratique. Bon, j'avais un certain âge, une certaine maturité. Vous pouvez le voir sur les photos, là, c'est moi, là, à Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors, j'ai pris 3 mois où j'ai marché tous les jours et j'ai effectué ce pèlerinage-là qui, d'ailleurs, que je suggère à pas nécessaire d'aller à Saint-Jacques-de-Compostelle, mais la marche disons, constante et sur plusieurs jours comme ça, c'est vraiment très, très propice à la réflexion, puis aux décisions qu'on peut prendre à un moment donné de façon sereine et de façon réfléchie, en dehors du brouhaha, puis de la vie quotidienne. Alors, j'ai pu me permettre de le faire et c'était une bonne idée. Et puis, pour vous prouver que je l'ai fait, voici mon certificat. C'est que quand on termine le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle à la basilique, on nous décerne un certificat comme quoi on a fait ce pèlerinage-là, ce dont je suis assez fière. Alors donc, continuons. Alors, en revenant de ce pèlerinage-là, ma décision était prise. Je voulais me trouver un véhicule quelconque qui pourrait intégrer mes valeurs. Excusez-moi, je vais prendre juste une petite gorgée d'eau. Oui. Qui pouvait intégrer mes valeurs personnelles et l'action sociale. Alors, les conditions étaient favorables parce que j'étais membre d'un groupe, ce qu'on appelait les femmes d'affaires, nous sommes appelés les complices depuis plusieurs années. On avait développé une amitié assez, disons, solide et je leur parle de mon besoin, si vous voulez, de m'impliquer plus au niveau social et faire de l'action sociale. Et elle décide de m'appuyer et de fonder l'Institut de planification des soins. Et c'était un bon moment pour moi parce que même si j'étais encore active sur le plan du marché du travail, bien, je pouvais dire que je pouvais me permettre aussi une certaine, disons, une diminution de revenus, ça n'était pas quelque chose qui était très compliqué pour moi. Alors, j'avais une disponibilité de ce côté-là et j'avais le soutien de mes complices. Alors, il y en avait une qui était versée en comptabilité, une autre en financement d'entreprise, une autre qui était vraiment super en réseautage, organisation d'événements aussi. Et finalement, on était 3 juristes spécialisés en droit de la santé et personnes âgées. Nous avons formé notre conseil d'administration et fondé notre organisme à but non lucratif qui s'appelait l'Institut de planification des soins. Alors, c'est de cette façon-là qu'avec ce bon support-là que j'ai pu le faire. Alors, j'avais aussi, entre-temps, et
pendant ce temps-là, à partir de 2011, été capable de me familiariser avec toutes les questions dont je vous ai un petit peu parlé tout à l'heure, des directives médicales anticipées qui, au Canada, étaient très populaires et qu'au Québec, on avait sous une autre forme, mais qui, disons, qui était moins contraignante parce que, comme je disais tout à l'heure, les problèmes de dire ben, est-ce que ça suit le dossier ou pas, etc., tout ça, c'était vraiment assez difficile dans la réalité concrète de tous les jours. Et j'avais assisté avec l'Association du barreau canadien à un comité spécial du Sénat là-dessus. Et j'avais aussi été témoin, si vous voulez, de la fondation de ce qu'on appelait un OBNL qui s'appelle Speak Up en anglais, parlons-en en français, mais qui n'est pas très connu au Québec, sur la planification préalable des soins. C'est comme ça qu'on appelait ça au Canada. Donc, j'avais déjà une bonne base, si vous voulez, et avec le développement du droit des personnes âgées aussi, parce que de plus en plus, avec évidemment ce qu'on connaît d'espérance de vie, etc., tout ça, ce droit-là se développe énormément. Et ma collaboration avec l'Association du barreau canadien m'a permis d'avoir une bonne idée de ce qui se faisait un peu partout au Canada. Et ici, j'ai un peu la mission de la section du droit des personnes aînées à l'Association du barreau canadien. Alors, ça m'a permis, si vous voulez, de me faire une mini-spécialisation dans ce domaine-là et est venu par la suite, en 2010. On se rapproche de plus en plus du temps contemporain. Ma collaboration avec le Barreau du Québec. Alors, le Barreau du Québec avait décidé de mettre sur pied un comité pour toute la question des soins de fin de vie, mourir dans la dignité. Alors, ils m'ont demandé d'en faire partie et on a rédigé un mémoire qui a été présenté en commission parlementaire, en plus d'avoir présenté pour l'Institut aussi un mémoire. Je pense que ça a été un peu une charnière aussi, ça, dans ma vie, parce que éventuellement, ça en est suivi une loi que l'on connaît aujourd'hui avec certaines péripéties, mais quand même, on peut dire qu'aujourd'hui, voyez-vous, mon cheminement à partir des années 2000 jusqu'à maintenant 2015, on fait que j'ai pu voir que l'aide médicale à mourir a été quelque chose qui a été accepté, qui a été bien accepté dans la population. La loi est venue. Maintenant, il y a à parfaire certaines choses, mais tout humblement et en tout respect, je pense que j'y suis pour un petit quelque chose. Alors donc, l'Institut de planification des soins, la mission de l'Institut, s'informer, réfléchir et choisir. Alors, c'est un peu la démarche de l'Institut qui a comme mission de soutenir des organisations, des groupes et des personnes aussi privées qui veulent s'informer en matière de droit de la santé, des personnes aînées et les aider à résoudre diverses problématiques qui y sont reliées. Alors, on ne fait pas de consultation juridique comme telle, mais on donne de l'information à des gens qui nous appellent, qui ont des problèmes. Et on a aussi beaucoup de collaborations qui sont toutes bénévoles et pour la plupart, je dirais, pas nécessairement tout, mais d'abord le conseil d'administration, comme vous avez pu voir tout à l'heure, compétent et motivé, qui nous a soutenus tout le temps, qui nous soutient vraiment très bien. Des collaborations ponctuelles aussi, on a eu avec des médecins, avec des personnes proches aidantes, avec des professionnels divers en informatique, une réviseur de texte et la collaboration d'associations diverses. Alors donc, c'était très important pour nous d'avoir ces collaborations-là et on les a eues. Et comme je vous dis, des bénévoles, quand on a organisé des événements, des campagnes de financement, on a toujours eu des bénévoles pour nous prêter main forte. J'ai une petite question, si vous permettez rapidement. J'aimerais savoir, parce qu'ici, on parle que l'Institut des planifications des soins est une OBNL. Oui. Où arriviez-vous à trouver le financement? Oui, c'est une très bonne question. Oui, parce qu'évidemment, il faut faire fonctionner ça. C'est bien beau d'avoir beaucoup de bénévoles, mais il y a des choses d'organisation, etc., qui font que ça prend des sous un peu. Alors, ce qu'on a fait, nous, avec la réflexion à cet égard, c'est qu'on a décidé de ne pas demander de subventions gouvernementales parce qu'on voulait garder, si vous voulez, toute notre liberté d'expression. On voulait être sûr qu'on n'avait aucun attachement à quoi que ce soit, qu'on n'était jamais en conflit d'intérêts. Ce qu'on a fait, c'est qu'à chaque fois qu'on avait une activité ponctuelle,
mais là, on demandait aux gens de contribuer financièrement. On a demandé à certaines organisations de financer des activités. On a eu comme les Caisses des Jardins, des choses comme ça. On a eu des commanditaires, mais toujours pour un événement ponctuel. Et les cours, les formations qu'on donnait aux organisations, qu'on donne encore, ben, on ne demande pas des milliers de dollars, mais c'est payant. Donc, à ce moment-là, c'est ça qui faisait notre base de financement. C'était pas tellement énorme, mais c'était assez pour faire vivre l'Institut convenablement. D'accord. Alors, voilà. Quelques réalisations maintenant. Ben, écoutez, nos prestations à l'Assemblée nationale ont été assez remarquées. Et là, je vous donne le nom des 3 personnes avec lesquelles j'ai collaboré, les avocates dont je vous parlais tout à l'heure, Maître Louise Boyd et moi-même, et Maître Denise Boulet. Et la référence est là, si jamais vous voulez voir nos prestations en commission parlementaire, vous pouvez le faire. Et tout récemment, on a eu aussi une autre commission parlementaire sur les relations avec les citoyens en rapport avec un projet de loi concernant le statut des personnes proches aidantes, parce que c'est une de nos préoccupations aussi, parce qu'évidemment, quand on parle de planification de soins, qu'on parle de soins à domicile, ben c'est sûr que la question des proches aidants arrive immédiatement et il y a beaucoup à faire dans ce domaine-là. Alors, voyez-vous, ça, c'est quand même une participation que je trouvais importante. Maintenant, nos formations et conférences avec Parkinson Québec, on en fait à tous les ans. Comité des usagers partout dans le secteur de la santé. Et ici, vous avez un exemple de Montérégie, mais on a plein d'autres comités d'usagers pour lesquels on prononce des conférences, on fait des formations. Les associations de défense de droits, des personnes retraitées. Là, ici, il y en est une qui est la QDR, mais il y en a d'autres également. Nous sommes sollicités assez souvent aussi. On a organisé des mini-colloques. On organise aussi sur le droit des proches aidants et sur les directives médicales anticipées. Alors, voyez-vous ici, là, je ne sais pas si vous voyez, malheureusement, je n'ai pas de pointeur, mais la personne avec la blouse rose, là, oui. C'est moi, ça. Parce que j'ai toujours, comme vous dites, gardé une certaine actualisation des soins infirmiers, puis j'en ai fait en soins palliatifs, en remplacement à temps partiel, parce que je voulais toujours garder un pied, si vous voulez, dans les soins, parce que j'aime ça, finalement. Alors, c'est un peu ça. On a publié beaucoup de choses aussi pour la formation continue au barreau du Québec, mais là, on ne va pas nécessairement faire, disons, toute la nomenclature de ça. Mais voyez-vous, en 2016, en 2015, et notre grande réalisation, c'est un rapport de recherche subventionné par, comme je disais tout à l'heure, on sollicite des gens ponctuellement. Là, c'est la Fondation du barreau qui nous avait commandité, si vous voulez, ce rapport-là, qui est une recherche sur la reconnaissance du statut légal pour les proches aidants. Comme je disais tout à l'heure, notre préoccupation là-dessus est importante. On a fait cette recherche et ce rapport avec la collaboration du regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal et ça a eu lieu à une publication qu'on peut retrouver sur Internet sur notre site. Et d'autres publications, bien, celle en 2020 qui vient de se faire, c'est un mémoire aussi concernant les proches aidants. Les cahiers de l'Institut de planification des soins aussi publient certaines choses, comme vous voyez, sans entrer dans le détail nécessairement. Vous pouvez voir qu'il y a des publications régulièrement qui sont faites. On a une collaboration aussi très appréciée avec l'Association québécoise des soins palliatifs. Parce que dans les soins palliatifs, j'ai toujours gardé, si vous voulez, une certaine pratique, disons, qui n'est pas une pratique régulière, mais qui m'a quand même tenu au courant de ce qui se passe pour me permettre, quand je parle de soins palliatifs, je sais de quoi je parle. Alors, les domaines de nos conférences et de nos formations, parce qu'il nous arrive aussi de donner des formations à des professionnels de la santé, donc ça va dans les droits des usagers. Évidemment, on est 3 avocates, alors les droits des usagers, c'est important. Aussi la prévention, parce que la prévention dans la planification des soins, c'est quelque chose de très important. Et on a ajouté récemment l'environnement, parce que la santé et l'environnement sont intimement liés et de plus en plus, les professions médicales se préoccupent d'environnement. On a la fin de vie aussi, qui concerne les directives médicales anticipées et l'aide médicale à mourir. Et finalement, le maintien à domicile et les proches aidants. Comme vous voyez,
c'est une brochette assez variée. Et si je vous demande, quels sont les sujets les plus sollicités au niveau de vos conférences, ce serait lesquels? Présentement, pour l'année qui s'est écoulée, parce que là, évidemment, en période de COVID, les conférences, disons, se font moins régulières, là, mais pour l'année qui s'est écoulée avant, la majorité des organismes qui nous ont demandé, puis j'ai oublié de mentionner aussi l'Université du troisième âge de l'Université de Sherbrooke, pour laquelle on travaille énormément aussi, c'est l'aide médicale à mourir. Parce qu'avec tous les développements, les soubresauts, la curiosité des gens est très grande par rapport à ça, l'ouverture, je dirais aussi, et on a établi vraiment un dialogue avec les gens pour lesquels on s'adresse et c'est vraiment le numéro 1. Et le numéro 2, c'est les personnes proches aidantes. Finalement, plus que les droits des usagers même, ce qui nous a surpris beaucoup parce qu'on ne croyait pas, mais il y a un besoin terrible dans ce domaine-là, parce que là, plus ça va, plus évidemment les soins à domicile vont être privilégiés et plus leur statut est important. Alors, c'est un peu ça les deux pôles, disons, les plus sollicités, mais je vous remercie de la question aussi. Alors, on approche de la fin. Simplement de dire que l'Institut a rayonné aussi beaucoup petit à petit avec, disons, on approche de notre 10e année. Alors donc, on a été beaucoup sollicité dans l'affaire aussi là, qui a été à la Cour supérieure avec la décision de la juge Baudouin récemment. Alors, on a fait des prestations à la télévision par rapport à ça. Toute la question de pourquoi est-ce que des personnes jeunes, comme par exemple à 54 ans, sont obligées de vivre en CHSLD alors qu'elles côtoient uniquement des personnes très âgées qui ont des déficits cognitifs importants. Ce n'est pas un milieu de vie intéressant pour elles. Alors ça aussi, on a fait des représentations, on participe à des débats. Le barreau nous donne toujours un bon coup de main. Le barreau du Québec nous a accompagnés aussi dans des colloques, etc. pour les proches aidants. Alors, on va lire la conclusion ensemble. On est déjà rendu là, à moins que vous ayez d'autres questions pour l'instant. Moi, j'ai peut-être une autre question. J'en profiterai pour vous Profitez. demander, en ce moment, en contexte de COVID, on voit beaucoup, en tout cas pour ma part, sur les réseaux sociaux, beaucoup de vidéos très émouvantes de justement des proches aidants qui n'arrivent pas nécessairement à avoir tout le soutien demandé ou au niveau des CHSLD, où là aussi, il y a beaucoup de travail à faire en amont par rapport à une saine gestion de tout ce qui se passe. Vous, est-ce que vous êtes appelé à contribuer en ce moment sur des projets connexes à la situation de pandémie par rapport à soit proches aidants ou les CHSLD? Mon Dieu, c'est difficile de répondre à votre question comme ça parce que c'est des questions qui nous préoccupent énormément. Et puis, moi, je suis membre aussi de certains conseils d'administration et je suis membre d'un conseil d'administration d'un complexe de résidence pour personnes âgées. Et là, on a vraiment fait, nous, en tout cas, tout notre possible. On a été épargnés, là. Il y a peut-être eu 1 ou 2 cas, mais qui se sont résolus très facilement. Mais suivre les règles, disons, de la santé publique et même prévenir certaines choses pour essayer d'être en amont quelquefois, c'est extrêmement difficile parce qu'il y a plein de questions qui se soulèvent, puis notamment la question des proches aidants, soit qu'ils soient à domicile ou qu'on leur a interdit d'aller dans les CHSLD pour de nous donner des soins alors que personne ne pouvait le faire autrement. Mais on a contribué quand même avec des interventions, mais qui sont plutôt des interventions qui ne sont pas publiques pour essayer de régler cette situation-là qui, nous l'espérons, va s'améliorer avec le temps. Et je dois dire que le projet de loi 56 sur les proches aidants va évidemment contribuer aussi à leur donner un statut et une reconnaissance plus importante pour les protéger et pour leur permettre aussi de faire leurs activités sans subir des préjudices pécuniaires importants ou des problèmes pour leur santé. Mais certainement que c'est une préoccupation très importante pour nous. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, merci, ça m'aiguille parce que c'est sûr que c'est un sujet d'actualité en ce moment. Oui, donc, oui. Alors, on est prête à conclure? Oui. Alors,
Ce que je peux dire, c'est que le temps qui peut être libéré après la période de production professionnelle intense, là, il se pose avec autant plus d'acuité aujourd'hui parce que notre horizon temporel actif n'a cessé de progresser. Et puis, c'est important, je veux dire, c'est parce que, disons, par exemple, certains cabinets à 65 ans obligent à prendre une retraite, mais la vie ne se termine pas à 65 ans. Une personne en bonne santé qui veut être utile à ce moment-là, ben justement, pourquoi pas essayer de concilier ses valeurs personnelles, souvent qui ont été développées au début de sa vie avec sa famille, comme je l'ai expliqué un peu. Moi, je trouve qu'il est important d'y penser, même si on n'est pas rendu là, mais de faire une planification, pas des soins, mais de carrière. À ce moment-là, c'est possible de le faire. L'amélioration prononcée, comme je disais tout à l'heure, de l'espérance de vie sans incapacité, c'est un facteur favorable à l'engagement social et civique. Le découpage entre la vie professionnelle et la participation citoyenne rendue à un certain âge, conforme à nos valeurs personnelles, ben, je veux dire, ça peut très bien s'imbriquer l'un avec l'autre. Alors, disons qu'il n'y a pas de coupure comme telle, puis je pense que c'est une belle façon d'entrevoir une fin de carrière aussi. Et cette situation permet, comme je l'ai abordé, ce que j'appelle des projets de maturité qui peuvent se développer, soit par l'implication progressive là, dans des champs d'activité, par un bénévolat quelconque qu'on peut toujours faire, qui est conforme à ses valeurs et à ses compétences, puis de mener à la création même d'un véhicule, un peu comme on a fait avec l'Institut, où vous pourrez être un chef de file dans un domaine que vous aurez choisi et qui vous donnera toute l'autonomie nécessaire à la réalisation de vos objectifs citoyens, sociaux ou communautaires. Alors, c'est ce qui met fin à ma présentation. Merci beaucoup, Madame Chalifou. Vous avez un parcours qui est très inspirant. Vous avez su, au bon moment de votre vie, tout au long, vous regarder et voir vos envies par rapport à votre passion et également par rapport à vos aptitudes et amener tout ça à la communauté. Donc, merci beaucoup. Très inspirant. Et je vous invite, quand vous voulez, pour une autre discussion. J'espère que vous avez apprécié la conférence. Merci beaucoup. Et je vous souhaite une belle continuation au Symposium Révolution. Le code pour vos PDU suivra sous peu dans Diapo. Donc, merci encore, Madame Chalifou. Très apprécié. Ça m'a fait plaisir.